André Choulica, bonjour et bienvenue au Grand Témoin du Figaro. Vous êtes le fondateur de Selectis, c'est une entreprise d'ingénierie du génome spécialisée dans le développement d'immunothérapie fondée sur les cellules CAR-T. Merci d'être parmi nous, vous êtes une des plus belles entreprises aujourd'hui des sciences de la vie et des biotechnologies en France. C'est à ce titre qu'on a voulu vous recevoir pour que vous nous parliez finalement un peu de ce monde de la biotechnologie, des biotechnologies en France et ailleurs. Avec peut-être une première question, on a vu il y a peu de temps, il y a quelques semaines, une très belle entreprise également française qui s'appelle Triple A, qui vient d'être rachetée pour près de 4 milliards par Novartis. Il y a d'autres acquisitions assez régulièrement de start-up qui sont rachetées par des plus gros labos. La question qu'on se pose, c'est que finalement, est-ce que les biotech en France sont condamnées à se faire racheter? Alors, condamnées, certainement pas. Je pense que déjà, il faut se réjouir de voir qu'il y a des sociétés françaises qui se développent en France et qui finissent par se faire racheter quand même la modique somme de 4 milliards d'euros. Oui, ce qui n'est pas rien, d'une certaine part. Et d'autre part, je pense qu'il n'y ait pas une sorte de destin aux sociétés françaises de croissance, de se faire acheter à un moment. Il faut simplement qu'il y ait une masse critique de suffisamment de sociétés. Et je pense que le destin de certaines sociétés, c'est de se faire acheter parce qu'il y a un besoin dans l'industrie pharmaceutique. Mais certaines arriveront à un moment à passer à travers les mailles du filet et deviendront les grandes industries pharmaceutiques de demain. Ça ne se fait pas en un jour, mais ça se fera. Ouais, quand même, tout de même, on a quand même ce sentiment que ça fait 20 ans, 25 ans qu'on nous parle de biotech et on n'a pas d'Amgen en France. Pourquoi ? Le secteur des biotechnologies français n'a pas l'âge d'Amgen, déjà, ni de Genentech. Il ne faut pas oublier que Genentech a été fondé à la fin des années 70, en 1978. Je pense que le secteur de biotechnologie française, effectivement, a 25 ans. 25 ans, c'est très jeune. Hein, on sort à peine de l'adolescence. On commence à être un tout petit peu plus mature aujourd'hui. On est passé quasiment de 2 sociétés cotées en France il y a 25 ans à près de plus de 75 aujourd'hui. Certaines sociétés commencent à capitaliser plus d'1 milliard d'euros sur les marchés et on voit une sorte de vague de tas de sociétés et il va y avoir au bout d'un moment certaines de ces sociétés qui vont devenir des grandes sociétés. Toujours pour bien comprendre un peu ce paysage des biotech françaises, par rapport au reste du monde, est-ce que la France est vraiment un vivier pour les jeunes sociétés des sciences de la vie ou pas? Alors vous avez plusieurs paramètres en France qui fait que oui, la France se distingue, en particulier en Europe. Quand on regarde, la France est la plateforme des biotechnologies européennes la plus puissante. On a une recherche de très très grande qualité, avec, je pense, une éducation de nos chercheurs qui finissent par générer énormément d'innovations de rupture, une capacité à pouvoir former des sociétés relativement facilitées par le gouvernement, avec des dispositifs tels que la jeune entreprise innovante, le crédit impôt recherche, qui sont très très précieux en fait, pour ce domaine-là, et aussi un marché qui commence à se former avec des gens qui commencent à de mieux en mieux connaître, des investisseurs et tout. Ça reste très embryonnaire pour l'instant, mais ça croît. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans l'environnement en France aujourd'hui pour faciliter peut-être pas l'émergence puisqu'elles sont là, mais les permettre de faire grandir plus facilement ces jeunes sociétés innovantes? Il y a évidemment plein de points qui peuvent être travaillés, mais moi je pense qu'il y a essentiellement 2 points sur lesquels on peut faire un effort relativement particulier. Premièrement, le transfert technologique des établissements de recherche publics vers des sociétés privées reste encore difficile, compliqué et lent. Donc il doit y avoir une sorte de facilitation de ce domaine-là avec une intervention du gouvernement pour que ce transfert se fasse de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Parce qu'il y a une vitesse et une capacité à pouvoir faire de la concurrence dans ce domaine-là. Et à partir du moment où vous avez une idée, vous faites concurrencer. Point. Deuxièmement, il manque en France ce que ont les pays anglo-saxons qui sont les retraites par capitalisation. On n'a pas de fonds mutuels en France. L'épargne des Français, elle part beaucoup plus, par exemple, sur les assurances-vie. Il faut à un moment que le gouvernement prenne une décision de consacrer une part relativement peu importante, quelques pourcents, 1, 2, 3% des assurances-vie qui soient réinvesties sur des sociétés de rupture radicale
dans le domaine de la santé, mais aussi dans d'autres domaines, pour avoir en fait un influx de beaucoup d'argent dans ce domaine-là, parce que c'est capital intensif, comme on dit, c'est-à-dire on consomme énormément de capital, avant que ces sociétés finissent par devenir profitables. Dans une société de biotechnologie, vous ne pouvez pas demander à une société de 4, 5, 6 ans d'âge de devenir profitable, ou alors vous cassez complètement le modèle économique. Ça va mettre 10, 15, 20 ans avant qu'elles arrivent là. Entre-temps, il faut pouvoir avoir des grosses capacités d'investissement, et c'est ça qui va faire la différence. Et c'est important parce que ça permettra d'inventer des nouveaux médicaments, mais c'est aussi pour un pays comme la France, l'avenir de son emploi, de sa création de richesse. C'est ça qui est fondamental, le fait de les retenir, parce que sinon, les bonnes idées vont se développer ailleurs. Il faut regarder comment ça se passe en France. Finalement, quand vous comptez les 100 plus grandes entreprises françaises, mettez-les dans le sens où vous voulez, par capitalisation, en chiffre d'affaires, en profit, n'importe quelle manière, toutes ces sociétés-là existaient encore il y a 30 ans. Peut-être une ou deux n'existaient pas, et encore, je ne suis même pas certain. Tandis que quand vous regardez ça à l'échelle européenne, peut-être vous retrouvez à 17 ou 18 sociétés qui n'existaient pas il y a 30 ans. Aux États-Unis, ils étaient à plus de 35. Oui, d'accord. Ce qui fait que pour générer de l'emploi, de la croissance économique, de la balance commerciale, il faut prendre des sociétés qui soient des sociétés de 2-3 personnes aujourd'hui et savoir projeter dans le futur que ces sociétés deviendront des sociétés de top 100 français. Ils généreront de l'emploi, ils généreront de la croissance et ils généreront une balance commerciale positive. Ce dont on a besoin, des sociétés de croissance qui deviennent grandes et qui se classent dans le top 100. D'accord. Quand on parle de sociétés innovantes, on parle aussi donc de nouveaux médicaments et on sent bien, en tout cas venus d'entreprises des biotechnologies, on a le sentiment que le prix des médicaments est en train d'exploser et que ça pose un vrai sujet pour le gouvernement de s'interroger sur le remboursement de ces médicaments. Comment dans quelle situation, comment vous vous positionnez par rapport à, j'ai envie de dire, un peu cette polémique sur la flambée des prix des médicaments? Est-ce que c'est anormal? Est-ce qu'il faut le freiner? Qu'est-ce que vous en dites? La polémique est plus, pour moi, sur le coût de la santé en France, et même dans tous les pays. Et c'est beaucoup plus facile de taper sur le prix des médicaments que d'essayer de réformer complètement le système de santé, les systèmes de remboursement. Évidemment, il y a le médecin qui est le prescripteur, etc. etc. Et la façon même dont le patient lui-même achète son médicament. En France, quand on va dans une pharmacie, on ne débourse même pas son portefeuille. Et c'est une sorte de psychologie un tout petit peu particulière. C'est extrêmement facile pour le gouvernement de pointer le prix du médicament et de dire c'est lui le coupable, tandis qu'en fait, ces médicaments, alors bon, effectivement, il y a certains médicaments qui sont ce qu'on appelle des MeToo, qui n'apportent pas, c'est-à-dire moi pareil, qui n'apportent pas grand-chose aux patients et sur lequel on pousse beaucoup plus vers les génériques. Mais quand vous avez un médicament de rupture qui apporte quelque chose de vraiment significatif dans la façon de soigner le patient, qui ne sera plus un patient chronique, et bien là, le prix du médicament peut se justifier, même s'il est très élevé, parce que les coûts induits et les économies induites après traitement pour le patient, peuvent réduire en fait la facture totale. Et ça, c'est quelque chose que le gouvernement ne calcule pas parce que c'est impopulaire. On calcule que le coût et pas les économies globalement. C'est beaucoup plus facile de taper sur l'industrie qui gagne de l'argent et sur les coûts des médicaments, c'est pas impopulaire, tout le monde dit bravo, c'est génial, plutôt que de dire on va peut-être essayer de travailler sur la façon dont ça veut dire par exemple le patient est pris en charge, sur les hôpitaux, etc., où les prescriptions sont faites, comment le médecin se comporte par rapport à son patient. C'est beaucoup plus compliqué, donc je pense que c'est généralement la cible facile de réduction des coûts de santé en général. Très bien. André Choulika, merci d'être participé au Grand Témoin du Figaro et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.